Pourquoi ce sont les médias occidentaux qui les premiers ont annoncé le décès du ministre malien de la Défense, le général d'armée Sadio Camara? C'est une question qui peut sembler anodine, mais qui mérite d'être posée. Comment ont-ils pu confirmer ce décès, étant donné que ces médias n'ont plus de correspondants dans les pays du Sahel depuis plusieurs années? Alors, plusieurs hypothèses peuvent s'imposer à nous. La première, c'est de suivre leur ligne, en disant qu'ils ont eu cette information des sources sécuritaires maliennes. La question qu'on a envie de se poser après avoir écouté ceci, c'est quel intérêt un militaire malien ou un officier de l'armée malienne aurait à donner une information aussi sensible à un moment aussi crucial à des médias réputés hostiles? La deuxième hypothèse, qui nous semble la plus probable, c'est qu'ils aient pu obtenir ces informations de ceux qui ont organisé cette attaque, à savoir les terroristes. Parce que pour confirmer un décès d'une personnalité aussi importante, il ne pouvait qu'avoir deux pistes. Soit ceux qui ont mené l'opération et qui étaient à mesure de confirmer qu'ils ont pu neutraliser leur cible, soit effectivement les autorités maliennes qui ont pu constater les dégâts après que l'opération se soit achevée. Dans le cas d'espèce, l'option de la connivence entre ces médias et notamment les groupes terroristes semble la plus plausible. Pourquoi est-ce que nous commençons par ce fait? Parce qu'il est important aujourd'hui, si besoin est, de rappeler que la guerre n'est pas seulement les armes, les images, les atrocités. C'est aussi et avant tout une guerre de communication. Parce que qui contrôle l'information contrôle la stratégie. Sachant ce que pouvait entraîner le décès d'une personnalité aussi importante, le contrôle de l'information sur son décès devenait donc vital. Nous commençons par ce fait parce qu'il est important pour nous autres Africains de comprendre ce qui se joue aujourd'hui sur la scène internationale de manière générale et dans le Sahel en particulier. Si vous écoutez le traitement de l'actualité malienne sur les médias occidentaux, c'est à peine que les journalistes sur ces plateaux cachent leur joie. Ils ont même parfois un ton totalement jubilatoire. Ils se moquent, pour certains, de ce qui est en train d'arriver au Mali. La mort de Sadio Camara et puis le général Assimi Goïta, le président du pays, qui n'a fait aucune apparition publique. Est-ce qu'on n'est pas déjà dans un schéma de déroute du pouvoir à Bamako ? Qui contrôle aujourd'hui le territoire malien? Le pays est en effet plongé dans une crise sécuritaire sans précédent. Symbole peut-être d'une déroute également, les mercenaires russes de Wagner, de leur côté, ont obtenu un accord avec les rebelles pour quitter la ville de Kidal. Mais il faut aller plus loin pour comprendre que le mal est profond. En réalité, comme on le sait tous, ce sont des médias qui sont aux ordres, qui sont là pour servir un certain type d'intérêt. Il n'y a que certains Africains encore incrédules qui pensent que ces médias sont là pour nous informer. C'est un mode opératoire qui est connu. Ces médias sont des instruments qui servent à la politique étrangère des différents pays. Et ce n'est donc pas un hasard qu'ils ont un traitement totalement biaisé de l'actualité au Sahel de manière générale et de cette dernière actualité actuellement au Mali. Au fil du temps, on se rend compte que ces médias sont devenus des véritables relais des groupes terroristes. Ils ne se cachent plus pour faire la promotion du terrorisme. On se souvient qu'il y a quelques années de cela, France 24, pour ne pas le nommer, a donné une tribune extraordinaire à un groupe terroriste pour parler de son organisation, de ses ambitions, ce qui est tout simplement ahurissant. Imaginez que c'était un autre média qui avait fait ce genre de travail. Comme vous pouvez le remarquer aujourd'hui, ces médias se donnent à cœur joie de faire l'écho des attaques terroristes. Ils sont contents de montrer et de chiffrer les dégâts occasionnés par des groupes terroristes. Mais posez-vous une question. Combien de fois ces médias ont relayé les exploits des armées de l'AES et notamment de l'armée malienne contre les terroristes? Pas plus tard que les 22 et 23 avril dernier, l'armée malienne a fait subir d'énormes pertes aux différents groupes terroristes sur son territoire. Mais seulement, avez-vous vu ces médias en parler? Alors, il est peut-être temps, comme on le dit, de remettre la balle au centre. Et aux uns et aux autres de faire attention à la qualité de l'information qu'ils décident de consommer. Pour continuer cette chronique, il est important de revenir sur un certain nombre d'éléments pour démontrer le mode opératoire de cette puissance impérialiste pour continuer la déstabilisation de certains pays africains.
Très récemment, on a tous entendu parler d'un rapport de Human Rights Watch sur la situation sécuritaire au Burkina Faso. Et dans ce rapport, on accusait l'armée burkinabé de commettre des exactions sur les populations civiles. C'est tout simplement extraordinaire. Combien de rapports Human Rights Watch a déjà fait pour dénoncer les exactions ou bien pour chiffrer les exactions des groupes terroristes sur des populations civiles depuis des années? Pourquoi choisir de se focaliser sur les armées du Sahel alors qu'on sait très bien que ceux qui font le plus de dégâts, ce sont les terroristes? On se souvient qu'avant ce cas, on avait déjà connu au Mali le fameux rapport toujours, comme par hasard, de Human Rights Watch qui parlait des militaires maliens qui auraient commis des exactions sur des populations civiles. C'est la même rengaine à chaque fois. Mais comme on aime à le demander, pourquoi est-ce que les satellites de ces ONG ne se focalisent que sur les actions des armées républicaines? Ces satellites ne peuvent-ils pas voir également ce que font les groupes terroristes? En réalité, on est dans un jeu de dupes. Il est question ici pour nous de comprendre qu'on n'est pas dans une logique de rechercher la sécurité dans le Sahel, mais on est dans une logique de recolonisation. Il y a eu plusieurs situations. Nous avons eu la chance de faire le terrain. Beaucoup d'autres officiers que vous pourrez croiser ont eu la chance de faire le terrain et ont manœuvré avec ces armées étrangères. Sur votre propre territoire, on vous fait des restrictions. Ils font ce qu'ils veulent. Ce qui est encore plus surprenant, imaginez, vous avez dit, avec toute la technologie qu'ils avaient, ils ont actuellement peut-être des satellites qui observent tout, ils avaient des drones, des hélicoptères, tout type d'appareils. Mais on ne voyait jamais les terroristes. Quand on va plus loin et qu'on interroge les méthodes utilisées par ces ONG pour faire leur rapport, c'est tout simplement inadmissible. Parce que les responsables de ces organisations vous disent avoir utilisé des images satellitaires, avoir eu à faire des interviews par téléphone, mais à aucun moment ils n'ont été sur le terrain. Quel crédit pouvons-nous concrètement apporter à ce genre de choses? Mais j'ai envie de dire, c'est pas le fait du hasard. Le but ici, c'est de vous démontrer comment est-ce que ça fonctionne. Il y a au départ les ONG qui vont faire ces fameux rapports. Naturellement, leurs médias partenaires vont relayer et les puissances impérialistes vont les utiliser pour aller chercher des résolutions au Conseil de sécurité des Nations Unies et venir déstabiliser des pays. L'exemple de la Libye n'est pas très loin. C'est exactement ce qui s'est passé. Lorsque la crise libyenne a éclaté, nous avons dit à nos partenaires étrangers, en 1993, vous êtes arrivés, vous avez bombardé la Somalie et vous êtes partis. Nous sommes là avec la Somalie dans les bras. 20 ans, un pays zombie. Donc nous avons dit, attention, la situation là n'est pas facile. Et nous avons mis en place le 10 mars, le Conseil de paix et de sécurité. Le 10 mars, une feuille de route. Je suis allé promouvoir cette feuille de route à Washington, à Londres, à Bruxelles, partout. Expliquant à nos partenaires, américains, anglais, européens, notre feuille de route et comment nous allons y parvenir. Mais je crois qu'ils avaient décidé qu'il fallait bombarder. Je crois que tout ce qui se passe là était déjà décidé. Je n'entre pas dans les détails, mais je crois qu'ils avaient décidé de faire ce qu'ils voulaient faire. Dans ce contexte-là, nous avons été marginalisés, ignorés, et je dirais même humiliés. Que pouvions-nous faire? Qu'est-ce que les États membres pouvaient faire devant une situation comme ça? Ce qui se vit au Mali aujourd'hui ne peut pas être détaché du précédent rapport de Human Rights Watch. Aujourd'hui, il est clair, et ce n'est pas nous qui le disons, que tout va être fait pour déstabiliser le Sahel. Nous n'avons plus confiance à la France. On sait que la France, ils l'ont dit publiquement, donc on n'a pas besoin de creuser pour savoir plus. Ils ont dit la France a dit qu'elle fera tout pour faire échouer la transition au Niger, elle fera tout pour déstabiliser les pays de l'AES. Et ça ne nous fait pas peur. Notre peuple est déterminé à mener le combat. Nous avons en face une France qui est décidée à reconquérir sa place, à sa même mise sur nos ressources. Et de l'autre côté, nous avons un peuple qui est déterminé à se défendre vaille que vaille. Nous sommes en train de combattre le terrorisme, nous sommes en train de combattre la France avec les terroristes. Parce que pour nous, c'est blanc, bonnet, bonnet blanc.
Revenons un peu à l'actualité. Comme vous le savez tous, le 25 avril a été un jour catastrophique pour le Mali. Plusieurs attaques terroristes coordonnées à plusieurs endroits à la fois. Bien évidemment, cela a causé des dégâts matériels et humains incommensurables. La question qu'on peut légitimement se poser, au-delà justement de la défaillance qu'on peut reprocher aux services de renseignement maliens qui n'ont pas pu anticiper ces attaques, c'est où étaient ces fameuses puissances internationales, avec leurs différents satellites, avec leurs moyens sophistiqués de renseignement? Comment peut-on expliquer que des groupes terroristes ont eu le temps de s'organiser, ont pu se déplacer par dizaines de milliers avec des engins motorisés sans qu'aucun satellite n'ait pu apercevoir qu'il se tramait quelque chose contre le Mali? En réalité, il faut être totalement dupe ou faire preuve d'une mauvaise foi manifeste pour ne pas comprendre ce qui se passe actuellement au Sahel et principalement au Mali. En étant présents, nous pouvions mieux nous protéger des actions des groupes djihadistes. D'un autre côté aussi, peut-être maintenant, notre ambassadeur et notre contingent n'étant plus otages au Niger, en quelque sorte, dans cette position de Fort Alamo, nous aurons peut-être plus de latitude pour monter des opérations de déstabilisation, cette fois-ci plus clandestines. Allons plus loin. Qui finance ces groupes terroristes? Qui leur donne des armes? Parce que, comme vous avez pu le constater, ces groupes disposent des armes de dernière génération. Il ne s'agit plus de mouvements terroristes qui se débrouillaient avec des Kalachnikov ramassés par-ci, par-là. Ces groupes ont des moyens motorisés extraordinaires. Ils disposent des drones et des moyens de renseignement parfois plus sophistiqués que ceux que peuvent posséder certaines armées africaines. Alors, posons-nous la question. Qui les arme? D'où prennent-ils ces armes? Il peut y avoir deux analyses. Premièrement, ce sont des dons ou alors des achats. Si ce sont des dons, qui leur font ces dons? Si ce sont des achats, d'où prennent-ils l'argent pour acheter et qui leur vend ces armes? Surtout qu'on se rappelle que plusieurs pays du Sahel ont eu à se plaindre du fait que certains États, notamment occidentaux, refusaient de leur vendre des armes. Jusqu'à l'instant T où je vous parle, on nous bloque des licences de certains avions. Il y a des armes, types d'armes qu'ils ne vont jamais nous vendre. Et comment on vous l'explique, ces restrictions? Ça vous, je pose la question, où est l'amitié? Qu'est-ce qu'ils veulent? Il y en a même qui sont arrivés à nous dire qu'ils ne peuvent rien nous vendre qui est létal. Ah oui? Oui. Donc vous faites la guerre, vous ne pouvez pas tuer celui qui est en oui, face les terroristes, de lui, vous. nous tuent, mais nous, on a peut-être le devoir de ramasser des cailloux, peut-être même le caillou est létal. Tout ce qui est létal, qu'ils ne nous vendent pas. Voilà leur principe. Depuis les années 90, avec le soi-disant programme d'ajustement structurel, tout a été dénaturé. Il y a des militaires qui montaient la garde avec des bâtons. On a désarmé l'armée, nos armées. Ça a été bien préparé. Plus d'équipement, plus rien d'entraînement, rien. Les gens portaient juste la tenue. Et le terrorisme s'invite à la danse, quelques années plus tard. Et ça chante sur tous les médias. Ils sont incapables de lutter. On viendra les aider. Et le terrorisme ne fait que gagner du terrain. Ce qui revient à dire, dans la compréhension du monde occidental, qu'il vaut mieux vendre des armes aux groupes terroristes pour déstabiliser des pays que de vendre des armes aux pays pour protéger leur souveraineté. Allez comprendre où se situe la logique. Alors, pendant que le Mali souffre et pense ses blessures, on a eu droit, comme c'est souvent le cas, à une vague de communiqués visant à condamner ce qui s'est passé au Mali ce 25 avril. J'ai envie de dire, et vous me permettrez d'être grossier, qu'est-ce qu'on a à foutre de ces condamnations de principe? Où sont passés tous ces pays africains, ces pays voisins du Mali, qui étaient prêts à aller faire la guerre au Niger pour réinstaller Bazoum? À moins que ces pays préfèrent les terroristes aux dirigeants actuels de l'AES. La CEDEAO, les chefs d'État ont décidé d'activer la force en attente et de déployer cette force pour rétablir l'ordre constitutionnel au Niger. Les chefs d'État ont marqué un accord donc pour le déploiement des troupes d'un certain nombre de pays, dont la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire fournira un bataillon et a pris toutes les dispositions financières pour l'opération. Si elle doit durer 3 mois, les provisions seront faites au niveau budgétaire pour que nos soldats et nos officiers qui participeront à cette opération ne manquent de rien. Donc la Côte d'Ivoire est prête et je viens de donner instruction
au chef d'état-major général des armées de commencer la mobilisation de ces troupes pour leur participation à cette opération de la CEDEAO. Comme nous venons de l'écouter, certains pays africains voisins du Mali étaient prêts à tout pour aller faire la guerre au Niger pour rétablir ce qu'ils appelaient alors l'ordre constitutionnel. La question qu'on a envie de se poser, c'est est-ce que c'était plus important d'aller essayer de rétablir un président qu'on a renversé par un coup d'État sans avoir tiré une seule balle que d'aller aider les frères maliens qui sont en difficulté face à des barbares qui tuent femmes, enfants sans distinction? Peut-on comprendre cette logique? Où est donc l'Union africaine aujourd'hui? Où est la fameuse force en attente de la CEDEAO, qui a là, à mon sens, une occasion extraordinaire de se rattraper face à l'histoire? Trêve de discours, le communiqué de la CEDEAO m'a tout simplement fait rire. Si la CEDEAO veut montrer qu'elle peut encore avoir une once de légitimité, elle a là une occasion en or, en déployant très rapidement sa force en attente, en appelant effectivement du renfort des autres pays membres pour aller au Mali, dégager du Mali tous ces groupes terroristes qui sèment terreur et désarroi sur leur passage. Mais ne vous me prenez pas, je ne suis pas naïf, cela ne se fera pas. Parce qu'en fond, ils ne sont pas libres. Ils savent très bien que ce qui se passe dans le Sahel est nécessaire et indispensable pour la libération totale de l'Afrique. Mais malheureusement, ils reçoivent leurs ordres d'ailleurs. Et ils ne bougeront pas le petit doigt. Moi, je crois que la moindre des choses, c'est d'avoir un respect pour les pays et les peuples dans leur lutte. Le Mali, pourquoi on demande à être souverain? Parce qu'on ne l'était pas. Et il y a beaucoup de pays africains qui ne le sont pas. Si je prends que sur le plan sécuritaire, au Mali, on avait des armées étrangères qui interdisaient à l'armée malienne d'entrer dans des espaces aériens de notre propre pays. C'est du populisme que le Mali demande à exercer sa souveraineté sur son territoire. Le Mali a changé récemment son code minier pour faire en sorte que 35% de contenu local soit donné aux Maliens. Mais c'est parce que les différents systèmes qu'on a mis en place, c'était pour contrôler nos pays, désigner des présidents, désigner des premiers ministres, désigner des gouvernements, demander qu'on donne des marchés à des entreprises étrangères et que nos productions soient exploitées au bénéfice de ceci avec une pression. Est-ce que ça, c'est du populisme? Et ce sont les mêmes qui reviendront demain donner des leçons de démocratie et de droits de l'homme. Je n'empêche pas les professeurs africains d'étudier, mais étudier avec vos propres clés. N'allez pas prendre des stéréotypes pour coller aux gens ici et là. Les gens se battent. Les gens ont leur quotidien, ils se battent pour ce qu'ils cherchent. Mais moi, on n'a pas de souci à ce que les gens viennent nous coller des étiquettes ici et là. Parce que même ceux qui collent des étiquettes, ils parlent de coups d'État, ils parlent de tout ça. Mais on a vu ces mêmes pays applaudir des coups d'État quand ça va dans le sens qu'ils souhaitent. Le problème au Sahel ne provient pas exclusivement des puissances impérialistes. Le problème au Sahel provient aussi, et j'ai même envie de dire avant tout, de certains pays africains qui servent de base arrière à ces groupes terroristes. C'est à partir de certains pays africains qu'on a pu, dans la sérénité totale, organiser ce type d'opération. En d'autres termes, le problème de l'Afrique, c'est certains Africains. Ce qu'on peut attendre des autres pays africains, ce n'est pas la condescendance, ce n'est pas ces leçons. C'est vraiment si tu ne peux pas aider, laisse-nous avancer. Mais ne viens pas amener des jugements de valeur. L'un des faits marquants de cette triste journée du 25 avril, c'est le fait que ces opérations ont été menées ensemble entre le FLA, le Front de libération de l'Azawad, et le JNIM, qui est un groupe terroriste. La question qui intrigue tout le monde, c'est de savoir comment ces deux organisations, en principe antagonistes, ont pu se mettre ensemble pour faire une opération d'une telle envergure. Les plus naïfs vous diront, les ennemis de mes ennemis sont mes amis. Mais on sait très bien que ces deux organisations doivent fonctionner aujourd'hui avec les mêmes sponsors et que ce sont certainement ces derniers qui ont réussi à les faire travailler ensemble. Il ne vous a pas échappé que ces organisations ont été rivales il n'y a pas encore très longtemps.
S'ils ont pu aujourd'hui se mettre ensemble, ça veut tout simplement dire que leurs patrons communs ont décidé que pour atteindre le Mali, qui avait, dans certains cas de figure, repris sa souveraineté sur un certain nombre de territoires, et on a bien vu qu'avec l'organisation de l'AES, les groupes terroristes ne pouvaient pas faire face. Il a donc fallu changer de stratégie, et cette alliance contre nature s'imposait donc s'il fallait porter un coup comme celui qui a été porté au Mali le 25 avril dernier. Cela nous amène à nous interroger. Comment a-t-on réussi à faire du Sahel l'épicentre du terrorisme mondial? Tout semble laisser croire qu'on a décidé de faire du Sahel le nouveau terrain de jeu de ces groupes terroristes. En réalité, ces groupes terroristes sont des organisations et des instruments aux mains de certaines puissances qui les arment, les financent pour fragiliser les États ou fragiliser les dirigeants qui décident de changer de cap. C'est pour cela que cette concentration se fait aujourd'hui au Sahel. Des hautes autorités françaises, des sénateurs, des députés, dans des débats, on dit clairement il faut donner l'autonomie au Nord. Il faut un plan d'autonomie que les Maliens du Nord et du Sud ne peuvent pas vivre ensemble. La fédération. En fait, ils voulaient diviser le Mali par une fédération. Le ministre des Affaires étrangères de Nicolas Sarkozy, Alain Juppé, je l'ai écouté, j'ai documenté. Il a dit sur la chaîne LCI que son dernier voyage au Mali, en mars 2012, il a dit à ATT qu'il faut donner l'autonomie aux Touaregs. Des chefs indépendantistes ont dit que c'est la France qui leur a promis de diviser le Mali pour faire un État. Mais tous ceux qui regardent ça aujourd'hui, comme si cela ne les concernait pas, n'ont qu'à prendre leur mal en patience. Comme on le dit souvent en Afrique, et je vais paraphraser, lorsque la maison du voisin brûle, il vaut mieux pour vous ne pas retourner la tête, car la prochaine qui brûlera sera probablement la vôtre. Aujourd'hui, les pays africains regardent et font semblant pour les plus courageux de condamner. Mais personne n'ose aller plus loin. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas indépendants et parce que certains ont peur d'éventuelles représailles. Ce qui est une situation totalement catastrophique. En guise de conclusion, j'aimerais nous demander, nous en tant qu'Africains, qu'avons-nous fait pour aider nos frères du Sahel? Depuis qu'ils ont engagé leur chemin ou leur combat pour la restauration de leur dignité, pour leur libération totale, bon nombre parmi nous les observons. Certains décident de les critiquer, d'autres choisissent d'attendre et de voir comment est-ce qu'ils vont se casser la gueule. Et ce qui a été déplorable, c'est d'avoir vu la réaction de certains Africains, notamment sur les réseaux sociaux, après la journée extrêmement violente du 25 avril. Certains se sont réjouis. Et quand vous regardez cela, vous vous posez la question de savoir où va véritablement ce continent. Comment en est-on arrivé là, véritablement? On peut ne pas aimer les dirigeants de l'AES, mais ce n'est pas d'eux qu'il s'agit. La question qui se joue aujourd'hui ne concerne ni Assimi Goïta, ni Ibrahim Traoré, ni Abdourahmane Tiani. C'est la question de la survie du continent. C'est la question de la libération définitive de l'Afrique. Et il serait peut-être temps que les uns et les autres le comprennent. Ceux qui pensent qu'avoir cette position, c'est soutenir les militaires au pouvoir, se trompent lourdement. C'est de soutenir un principe, c'est de soutenir une dynamique. On peut les aimer ou ne pas les aimer, mais nous sommes obligés de reconnaître aujourd'hui qu'ils ont posé des actes forts. Ils nous ont permis de savoir que c'est possible. Possible de faire différemment, possible de faire autrement. Est-ce qu'ils ont tout bien fait? La réponse est évidemment non. Est-ce qu'ils ont commis des erreurs? La réponse est évidemment oui. Mais la question, c'est de savoir où voulons-nous aller et avec qui devons-nous aller. C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Ceux-là qui regardent le Sahel aujourd'hui et espèrent voir sa chute n'ont qu'à bien se tenir. Même si par extraordinaire l'AES venait à ne pas tenir, le combat pour la libération de l'Afrique se poursuivra. Ceux qui sont actuellement à la tête de ces États, de l'AES, ont fait leur part ou sont en train de faire leur part, comme ont eu à le faire leurs prédécesseurs, Patrice Lumumba, Thomas Sankara ou les autres. Le vent de la libération de l'Afrique souffle, et il souffle très fort. Aucune puissance, aucun Africain indigne ne pourra l'arrêter. C'est une question de temps. Il est question pour les Africains qui nous regardent aujourd'hui de choisir
comment est-ce qu'ils veulent vivre? Veulent-ils continuer à être des sous-hommes aux yeux de certains, sans aucune dignité, ou veulent-ils vivre dans une Afrique totalement libre et souveraine? La question aujourd'hui mérite d'être posée et à chacun d'y apporter sa réponse. Je crois qu'on peut arrêter là. Pas facile.